Immortel, cher Anta Diop, nous revenons à vous, professeur Théophile Obenga, au micro d'Eva Hendricks, pour évoquer donc vos travaux et notamment cette thèse que vous développez, celle d'une filiation et d'une parenté génétique entre l'Égyptien ancien et les langues africaines contemporaines, à travers notamment les études comparatives du copte et du wolof. C'est une évidence pour vous, cette filiation, cette parenté? Oui. On ne fabrique pas une langue. Ce n'est pas moi qui ai fait l'égyptien ancien, il est là. Le français, il est là. Le wolof, il est là. Le haoussa, il est là. Le kikongo est là. N'importe quelle langue est là. On ne crée pas une langue. Elle est là, c'est un fait social. Il y a des techniques qui existent qui peuvent rapprocher des langues pour voir les similitudes entre les langues. Il y a des techniques universelles. C'est la linguistique historique comparative. Comment on fait, comment on procède, quelles sont les techniques, quelles sont les procédures, ça existe. On a utilisé ça, cette idée de comparer les langues entre l'égyptien, les langues berbères et les langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'akkadien, le sumérien, le phénicien, etc., pour voir s'il y avait des parentés. Il n'y a pas de parenté, mais on a cru qu'il y en a forcé qu'il y en avait. On a créé ce qu'on appelle la famille linguistique kamito-sémitique ou afro-asiatique qui inclut les langues sémitiques, l'égyptien ancien, le berbère, le couchitique, le tchadique, etc. Quand on regarde le travail qui a été fait dans le kamito-sémitique, on se rend compte que c'est de la supercherie, c'est de l'escroquerie. Les méthodes utilisées ne permettent pas de démontrer que l'égyptien ancien est apparenté par origine aux langues sémitiques. Ça, c'est un fait d'évidence, tout le monde le sait, s'il n'y a pas d'idéologie. Deuxièmement, quand on fait la même méthode, on prend l'égyptien ancien, on prend la langue africaine moderne, parlée par des Noirs africains sur le continent africain, on utilise les mêmes méthodes universelles, les mêmes techniques universelles, on trouve qu'il y a de la vraie parenté profonde entre l'égyptien ancien et les autres langues négro-africaine moderne parlée sur le continent africain. Au Caire, on l'a démontré à la conférence dont vous faites allusion. Vous pouvez démontrer la parenté entre l'égyptien ancien et n'importe quelle langue négro-africaine moderne, n'importe quelle langue. Mais pourquoi on n'accepte pas? Certains spécialistes ont allégué qu'on ne pouvait pas faire d'études comparatives et inductives entre ces deux types de langues-là parce qu'elles sont réputées sans écriture. Non, parlons peut-être bien. Une langue pour être, pour vivre, n'a pas besoin d'écriture. Les langues n'ont pas toujours été écrites. Le gaulois n'était pas écrit, il n'avait pas d'écriture. Et ça, c'est pas une langue, de la mesure où on peut la connaître. Le grec n'était pas toujours écrit. L'écriture a commencé avec... Est-ce que les gens ne parlaient pas le grec avant Homère? Ça n'a rien à... Une langue est indépendante de l'écriture. Une langue vit à sa tradition indépendante de l'écriture. C'est ça le problème. Une langue n'est pas langue parce qu'elle est écrite. Une langue est un fait social de communication. Et qui peut être écrit ou pas, ou oral. Ça n'empêche pas. On ne communique pas tout par écrit. On parle oralement. Je peux étudier les sons d'une langue. Je fais la phonétique. Je peux étudier les formes d'une langue. Je fais la morphologie. Je peux étudier la grammaire d'une langue. Je fais la syntaxe. Je peux étudier le vocabulaire d'une langue. Je fais la lexicologie. Je peux comparer les langues. Ça dépend quelle comparaison. Comparaison typologique, c'est différent. Comparaison historique, d'ordre génétique, c'est différent. Il y a des sous-branches comme ça, c'est très difficile. Donc, si un expert, réellement expert, dans le domaine de la linguistique comparée, pour voir si deux langues sont parentées, la règle est que les langues qui existent, ou qui existaient dans l'histoire, les langues qui ont existé dans l'histoire, je pars d'elles, je les compare pour aboutir à un ancêtre commun avant la séparation, qu'on appelle un ancêtre commun prédialectal, c'est-à-dire avant les langues historiques attestées. Donc, mais je pars quand même des faits réels, des langues réelles qui ont existé
dans l'histoire, je les compare pour aboutir hypothétiquement à un ancêtre commun prédialectal. Voici la méthode. Or, quand on compare l'Égyptien ancien avec le sémitique, avec le berbère, personne n'aboutit à un ancêtre commun prédialectal. Personne. Mais quand on compare l'Égyptien ancien avec les langues négro-africaines, on aboutit à un ancêtre commun prédialectal. Il y a des démonstrations qui existent. Voilà les différences. Les démonstrations existent. Vous voulez dire que les langues africaines sont antérieures à l'égyptien ancien? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'égyptien ancien, aussi ancien qu'il soit, et les langues africaines modernes qui ont évolué, c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui Wolof que le Wolof est né en 2006. Il existe depuis que la société Wolof existe. Donc les langues qu'on parle aujourd'hui en Afrique noire, au Ghana, au Mali, au Nigeria, au Congo, en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya, les langues qu'on parle aujourd'hui en Afrique noire et l'égyptien ancien, on peut démontrer qu'ils descendent d'un parent commun. Ils descendent, même père. Et le fils a été l'égyptien ancien, le fils a été le couchitique, le fils a été le tchadi, le fils a été le nigéro-cordofanien, le fils a été ceci. On peut le démontrer ça. Donc ils arrivent à un ancêtre commun pré-dialectal. C'est-à-dire avant les dialectes, les idiomes actuels. Ça, c'est démonstration faisable. Et cet ancêtre commun, c'est qui? C'est la période préhistorique? C'est quoi? Non, c'est avant la langue parlée, donc avant l'égyptien parlé. Ça nous ramène vers 10 000 avant notre ère. Donc c'est un ancêtre prédialectal qu'on construit hypothétiquement, qu'on reconstruit. Mais les techniques, en utilisant des techniques spécifiques à ce qu'on appelle la linguistique historique, pour la linguistique comparative. Cette branche, elle est très technique. Et elle a ses règles. Sur les hiéroglyphes, une forme d'art que vous considérez comme telle. Vous allez même un petit peu plus loin, c'est pour vous une quête esthétique, le goût absolu du beau? Mais c'est exact. Parce que pour nous, le mot écrire, en français, c'est juste tracer des symboles. A, B, C, D. Mais dans l'égyptien ancien, ce que le mot qu'ils appellent écrire, sèche, écrire dans leur langue. Donc l'écriture égyptienne était du dessin, était de l'art, et d'où l'élégance, comme vous dites, d'où la beauté, et ça obéissait à la belle présentation, à la proportion, à la symétrie, à l'élégance. Et puis les scribes, c'était très flexible, très beau. Il n'y a qu'à voir les hiéroglyphes sur les pierres, c'est d'une beauté extraordinaire. C'est une langue ancienne. L'écriture est difficile, les vocabulaires sont difficiles, la culture nous échappe, l'environnement. Il faut avoir accès soi-même. Voici le texte original, voici comment elle a traduit, comment on peut améliorer la traduction. Parfois ils ont traduit juste, parfois ils ont juste senti le texte sans traduire juste. Donc je dis aux jeunes chercheurs africains, il faut maîtriser la langue et puis il faut traduire et essayer de voir comment les autres ont traduit avant. Mais il ne faut pas tenir toute traduction pour argent comptant. Et surtout se plonger dans la culture égyptienne ancienne, l'environnement de l'époque, se mettre vraiment dans cet esprit-là. Ah oui, parce qu'on traduit on traduit une civilisation. Cette langue est le reflet d'une civilisation, d'une culture, d'un esprit, d'une psychologie. Donc la compréhension de l'environnement, l'entendement du contexte culturel de cette civilisation peut aider aussi à traduire, à ne pas faire des erreurs. Parce que, et puis il y a des spécificités, cette langue a son comportement, il faut en tenir compte. C'est différent des langues que nous parlons, et notamment des langues indo-européennes, des langues européennes. L'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, c'est très différent. Or, nous traduisons l'égyptien ancien, soit en français, soit en anglais, dans un autre système très différent que le système indo-européen. Parfois, c'est très difficile. Il n'est pas évident que les traductions faites par les Africains seront les meilleures, non. Mais je dis que toute traduction, comme disent les Italiens d'ailleurs, toute traduction est plus ou moins trahison. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Il faut essayer de vérifier. Alors, à propos de... Je crois que parfois, les choses, tu vois, les choses ne viendront pas parce que tu veux que l'autre accepte ce que tu dis. Les choses viendront quand tu fais, en ton âme et conscience, en faisant bien, et que tu peux amener d'autres manières de voir qu'on peut maintenant discuter. Mais si on veut toujours que l'autre donne la bénédiction,
approuve. Sinon, on est paralysé. On ne s'en sortira jamais. Faisons nos erreurs, travaillons et bâtissons une Afrique, bâtissons une culture, bâtissons une histoire africaine. Et les autres discuteront en ce moment quand nous aurons bâti notre propre histoire, notre interprétation de l'histoire. Mais on ne peut pas chaque fois s'arrêter pour dire qu'à l'autre, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et le type à qui tu demandes, lui-même n'en sait rien. C'est extraordinaire. Merci Théophile Obenga.